a pris sur lui de critiquer le chef de l'État pour violation permanente de la Constitution. Naturellement, nous étions du bord du président de la République et nous avons... Pourquoi vous dites naturellement, professeur Mononjala? Naturellement, dans quel sens? Puisqu'il était en face de nous. Nous étions donc naturellement en face de lui. C'est dans ce cas-là. Pour dire que le président ne violait pas la Constitution à partir de certains actes. Je crois que nous avons même connu le tout premier grand débat télévisé dans ce pays. Le professeur Kamto et moi, nous étions face à face. Vous vous rappelez la date? Ou au moins... Ça devait être dans les années 87. 87. Oui. La télévision avait, je crois, 2 ans. Et un débat de cette nature avait eu lieu sur la CTV, disait-on à l'époque. Et ceci, après un grand échange à travers le journal du Messager. Nous avons fait animer une politique pendant, je crois, 3 mois d'affilée à travers le Messager. D'ailleurs, Pius Ndiawe ne l'a jamais oublié. Chaque fois qu'il célébrait un anniversaire du Messager, il me faisait venir ici à Douala en disant que c'est grâce à nous, le professeur Kamto et moi, c'est grâce à nous que le Messager a pris son essor. Le professeur Kamto qui était opposé à M. Biya. Oui, il disait qu'il violait constamment la Constitution. Et qui s'est retrouvé... il était appuyé par Sinjun Pokam. Oui, avec qui aussi vous avez eu des échanges assez épiques. Oui, assez soutenus, oui. On a parlé à un moment donné de monofascisme. Non, c'était un concept créé par Sinjun Pokam lorsque moi j'avais fait ma conférence sur l'ethnofascisme en démontrant, en définissant ce que cela voulait dire. Eh bien, vous savez comme font les enfants qui jouent. Il a écrit un petit ouvrage qu'il a appelé le monofascisme en disant que c'est toi le fasciste. Il n'y a pas d'ethno-fascisme, il y a le monofascisme. Qui découlait de votre nom, Voilà, ça a découlé de mon nom. C'est la première fois qu'on écrivait un livre sur moi. Vous étiez flatté de... J'étais flatté qu'on écrivait un livre sur moi, oui. Même si ce n'était pas à votre faveur, forcément. Non. Pour les écrivains, tu n'as pas besoin qu'on écrive en ta faveur. Il faut qu'on écrive. Tout le temps. Il faut qu'on écrive. Il faut qu'on parle de vous, même si c'est pas votre faveur. C'est normal parce que c'est son interprétation de ma théorie à moi. D'accord. Alors, donc, vous connaissez très bien le professeur Kamto. Vous avez été surpris par sa décision de démissionner. Vous l'avez suivi quand même? J'ai suivi. Je lisais dans le car. Il n'a pas beaucoup motivé, mais il est parti. C'est quand même surprenant. C'est surprenant parce que il avait beaucoup appuyé l'action du gouvernement, tant à la haie qu'au niveau local, dans les commissions mixtes. Donc, d'où peut-être cette récompense. Il a été nommé ministre délégué. Oui. Vous avez été surpris quand on l'a nommé ministre délégué, après qu'il ait quand même été pendant longtemps l'un des animateurs du débat politique très critique envers le président Biya? Non, je n'avais pas été étonné parce que ce pays est plein de contradictions. Pour vous, c'est une contradiction? Bien sûr, c'est une contradiction. Lorsqu'il y a une logique politique qui s'exprime, on ne prend pas d'emblée l'opposant qui vient de vous insulter. Généralement. Donc pour dans vous, l'ordre normal des choses, quoi. Donc pour vous, c'était un juste retour des choses, c'est-à-dire qu'il rejoint sa famille politique, qui est l'opposition? Non, peut-être pas forcément, parce que l'opposition n'est peut-être plus digne du professeur Kamto. Parce que l'opposition a déjà montré ses limites. On en reparlera tout à l'heure. Je crois qu'il a d'autres légitimes ambitions techniques et professionnelles. C'est-à-dire, vous semblez être dans le secret. Non, je le lisais, je sais qu'il est très engagé dans les organisations juridiques internationales. Il est très engagé et très prisé dans les organisations juridiques internationales. Donc en fait, il a moins de temps pour s'occuper à une fonction qui d'ailleurs, d'après certains observateurs, n'était qu'une sorte de paravent. Oui, peut-être n'était-il pas très à l'aise aussi à l'ombre d'un géant. Qui est le géant? Il était à l'ombre d'un géant quand même. Qui est le géant? Mais le géant, c'était le titulaire. Ah, M. Amadou Ali. Bien sûr, les géants, non?
Dans tous les sens du terme, vous voulez dire? Mais bien sûr. Il est géant de par la stature biologique. Il est géant par sa position de titulaire. Donc, quel que soit le côté, c'est un géant. J'espère que ce n'est pas péjoratif tout ce que vous dites. Mais non, ce n'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Quand vous détenez un portefeuille en plein, vous êtes le géant par rapport à un ministre délégué. Mais je ne pense pas que ces considérations aient pu jouer sur la décision du professeur Kamto. C'est anecdotique, ça. Vous pensez que ça vient d'où? Non, je pense qu'à un moment donné, Kamto a 57 ans, à un moment donné, on ne sent plus le besoin de travailler pour quelqu'un. Quand on a une certaine valeur, quand on a une certaine posture, et quand on est connu internationalement, on se sent à l'étroit en travaillant constamment pour quelqu'un d'autre. Alors qu'on peut s'exprimer plus ouvertement, plus librement, disons plus internationalement. Donc vous pensez que c'est ce qui a motivé sa démarche. Vous avez suivi cette controverse, cette polémique qui s'est répandue il y a quelque temps. La presse a relayé une information qui avait été donnée en première main par le très réputé bulletin une information stratégique, la lettre du continent, qui s'était fait l'écho d'une plainte à la présidence de la République pour plagiat de le professeur Mwangé Kobila, James, oui, qui est d'ailleurs, je pense, l'un des anciens étudiants du professeur Kamto. Il l'a accusé d'avoir plagié un ouvrage qu'ils auraient dû sortir ensemble, mais le professeur Kamto n'aurait pas mis son nom et autres. Vous avez été au courant de cette histoire-là? Je viens d'apprendre ça dans l'après-midi en lisant le journal. Vous n'étiez pas au courant? Je n'étais pas au courant de ce problème de plagiat. Non, non. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et je pense que c'est dans l'ordre des choses possibles. Il peut arriver qu'un intellectuel recopie le texte d'un autre en mettant son nom. Ça vous est arrivé déjà? Oui, ça m'est arrivé. Ah bon, dans quelles conditions? J'avais préparé un cours en 84. Un cours, c'est des choses techniques, hein, un cours sur Plotin. Plotin, c'est un philosophe de l'époque hellénistique. Et j'avais un groupe d'étudiants dont certains étaient intelligents puisqu'ils prenaient bien des notes. Et l'un de ces étudiants est devenu professeur d'université. Il a écrit un cours sur Plotin en disant cours du docteur tel. Quand j'ai lu ce cours, j'ai pris mon vieux cahier parce que ma technique d'enseignement, c'est d'écrire tout mon cours à la virgule près. J'aime pas aller improviser, faire des brillantes improvisations devant les étudiants. Parce que moi, ça m'aide en même temps à avoir un texte écrit que je peux publier plus tard. Donc, en faisant un cours, je prépare un article ou un livre. Voilà pourquoi j'écris mes cours à la virgule près. Et ce monsieur, mon jeune collègue, a payé tout mon cours. Il a signé de son nom et il m'est revenu que ce cours pourrait être vendu. Vous voyez que là, je suis grugé doublement au plan du droit patrimonial et au plan du droit moral. Du droit financier. Le droit financier, c'est le droit patrimonial. Oui. Le droit moral, c'est la qualité d'auteur qui m'est arrachée. Alors, quand vous avez son cours qui est bien saisi, proprement, et vous prenez mes notes, c'est à la virgule près. À la virgule près. Bon, moi, je n'ai pas ébruité l'affaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, j'ai photocopié mon cours, j'ai photocopié le texte qu'il a vendu aux étudiants, j'ai mis tout ça ensemble, j'attends, je vais en aviser le moment venu. Donc ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans que j'ai découvert l'affaire. Et depuis 2 ans, vous restez dans l'ombre. Qu'est-ce que vous attendez, professeur Moulondjana? Oui, en même temps, il ne voudrait pas briser un collègue aussi. Moi,
ça m'a Qu'est-ce que vous attendez, professeur Moulondjana? Pourquoi est-ce que donc vous avez gardé? Si vous ne voulez pas briser, laissez donc cette histoire tranquille comme ça. Vous m'avez posé la question, je devais vous répondre. Ouais, moi je pensais que vous aviez plutôt plagié sur quelqu'un. Non. C'est pas de vos habitudes. Non, j'ai le sens de l'honneur et le sens de la créativité. Vous pensez que ceux qui plagient n'ont pas le sens de l'honneur du tout? La preuve, c'est qu'ils ont plagié. Quand vous avez le sens de l'honneur, quand vous aimez votre propre image et quand vous avez une renommée, vous pensez à l'écroulement dont vous serez l'objet si on s'aperçoit un jour que vous avez plagié. Moi, je pense constamment à ça. Je ne peux pas prendre le bien d'autrui, ni financièrement, ni intellectuellement. Parce que le jour où ça se sait, vous êtes effondré pour toujours. Vous pensez que c'est ce qui a pu arriver au professeur Kamto? Parce que bon, je ne maîtrise pas. On n'a pas encore sa version de fait. Hein. Voilà, peut-être que maintenant qu'il n'est plus au gouvernement, il va réagir. Oui, je n'ai pas maîtrisé, je ne maîtrise pas. Mais je vous dis si vous étiez, vous, ministre, et que l'un de vos anciens disciples vous accuse de la sorte, qu'est-ce que vous feriez, professeur Moulondjana? Vous savez qu'on a enlevé le doctorat à un ministre allemand. On l'a dépouillé de son doctorat quand on avait constaté qu'il avait plagié. Peut-être lui a-t-on demandé de démissionner. Mais en tout cas, académiquement, on lui a enlevé son doctorat. C'est très grave, alors. Nous devions avoir le même courage ici au Cameroun d'enlever des doctorats aux gens qui les ont mal acquis. Il y en a qui les acquièrent mal, ces doctorats. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une liaison entre la démission du professeur Kamto et cette rumeur de plagiat. Mais, si c'était le cas, ce serait très dommage pour le professeur. Pour revenir à votre cas personnel, professeur Moulondjana, quelle fonction occupez-vous actuellement? En ce moment, et officiellement, très officiellement, je suis retraité comme enseignant et chercheur à Yaoundé 1. Mais pendant qu'arrive la retraite, j'étais chef du département de philosophie, qui est logé à la faculté de lettres, chez le doyen de la faculté de lettres, et chef de la division de la recherche et des publications dans les services centraux de monsieur le recteur. J'ai été nommé cumulativement. Et l'acte de nomination précise que c'est cumulativement. Donc, ayant eu ma retraite le 3 novembre, j'ai été surpris de voir que le doyen m'appelle au téléphone pour me demander d'aller assister à la passation de service avec le chef du département intérimaire. J'ai bondi sur la chaise. J'ai dit, quel chef intérimaire? Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Alors, je ne me suis pas rendu à cette passation de service. Pour revenir à tout ce qui se passe dans votre vie, vous êtes né le 3 novembre 1946. Oui. Donc, vous venez d'avoir 65 ans. 65 ans au 3 novembre 2011. 2011. Oui. L'âge de la retraite. L'âge de la retraite. Quelle est normalement la procédure en vigueur lorsque vous atteignez l'âge de la retraite? Ça se passe comment? Comment est-ce qu'on vous informe? Le chef de l'institution, monsieur le recteur, m'a notifié de ce que l'âge de la retraite étant déjà atteint, je devais préparer les pièces telles. Il m'a listé les pièces que je devais préparer pour les amener aux finances afin de bénéficier de mes droits à la retraite, c'est-à-dire la pension. Il m'a notifié en avril. Donc vous saviez que vous iriez en retraite en novembre? Mais tout fonctionnaire, c'est qui va à la retraite, tout fonctionnaire honnête. Moi, je savais, je disais à qui voulait l'entendre que je pars à la retraite le 3 novembre 2011. D'accord. Je suis même d'ailleurs allé dire au revoir à mon doyen, que je viens vous dire au revoir parce que moi, je suis déjà retraité. Le doyen m'a bien reçu, amicalement, il m'a même fait un cadeau. Je suis allé voir mon recteur aussi. Ça, c'était quand ça? Il y a 3 semaines peut-être. D'accord, ok. Donc dès que la date est arrivée? Dès que la date est arrivée, oui. Je suis allé leur dire au revoir en toute courtoisie pour leur dire mon nouveau statut. Je ne suis plus chercheur enseignant. Mais je reste dans les fonctions
que le ministre de l'Enseignement supérieur a bien voulu me confier. En fait, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Puisque vous allez voir vos collègues pour leur dire, je ne suis plus avec vous, puisque moi maintenant je vais en retraite. En tant que je suis plus votre enseignant. Oui, oui. Mais comme le ministre m'a nommé, je vais quand même rester à la tête du département. Vous n'avez pas besoin de le dire. Ça coule de source. Non, ça coule de source, c'est une logique interne dans le fonctionnement de l'État. Dans le fonctionnement de l'État, vous ne devez pas abandonner un poste qu'on vous a confié, même si l'âge de la retraite vous atteint à ce niveau-là. Ah bon? Vous attendrez que la personne qui vous a nommé vous retire sa confiance. Et même... Mais s'il oublie donc de vous retirer sa confiance... Il n'oublie pas. Vous allez rester là à vitam aeternam. Non, je ne suis pas le seul, ils sont nombreux, des centaines qui restent là. Tant que... On en rappelle même, qui sont déjà à la retraite, on les rappelle, vous vous souvenez bien. Qui par exemple? Moi je ne sais pas, donnez-moi un exemple. On avait appelé le Fouchivé. On a rappelé beaucoup d'autres aussi. Et beaucoup sont retraités qui sont là, dans les fonctions. Ce sont des cas exceptionnels. Le Premier ministre est retraité. Oui, mais la règle n'est pas... Oui, le président Biya aussi, on va dire qu'il devait être à la... Ça veut donc dire que le fonctionnement n'est pas automatique entre le départ à la retraite et... Oui, mais je veux dire que ce sont des exceptions qui ne vont pas... c'est pas parce qu'il y a quelques exceptions que vous devez vous inscrire dans cette logique. Non, je ne m'inscris pas. Je suis déjà inscrit dans cette logique et j'attends que l'autorité qui m'a nommé nomme un remplaçant. Bon, alors, c'est simple. Moi, je veux qu'on revienne rapidement quand même. On appelle ça le parallélisme des formes. Oui, sur tout ce qui s'est passé, parce que il y a eu quand même un incident. La presse en a rendu compte. Je suppose que c'est vous qui avez appelé la presse. Non. Comment ça? Ça fait du bruit. Ça fait du bruit à Yaoundé. Vous avez fait beaucoup de tapage? Non, moi j'ai fait 0 tapage. Je ne me suis pas présenté. Quand on m'a appelé par téléphone. Oui, ça dit le mercredi 16 novembre, j'ai lu là ce que vous avez dit à la presse. Hein, oui. Dans la presse. Oui. Le vice-doyen de la faculté des arts, des lettres et sciences humaines, Bolé Boutake, oui, me signale par un coup de fil qu'il faut que je prépare la passation de service avec mon intérimaire au poste de chef du département de philosophie. Oui. Il vous appelle. Il vous appelle pour vous le dire. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bon, je lui ai dit merci de l'information. Parce qu'à chaud, c'est tout ce que je pouvais dire. Mais en y réfléchissant, je me demande, au fond, est-ce qu'on peut remplacer un chef de département par un simple coup de fil? Je ne crois pas. Et quel chef de département? Je suis un homme qui a quand même un nom dans ce pays. Et il faut qu'on me respecte. Il faut qu'on me donne au moins une notification du papier qui nomme mon remplaçant. Eh bien, tout de go, comme ça, par un coup de fil, j'ai dit non. Il faut que le doyen me respecte et qu'il me fasse une notification du texte qui nomme le chef intérimaire. Ça n'a pas été fait. Je ne dois pas déférer à cette convocation. Alors, c'était un vendredi. Le lundi d'après, le même vice-doyen m'appelle encore. Et là, il dit, monsieur le doyen, vous savez que l'administration n'est pas verbale. Elle est écrite. Il dit, merci, j'ai compris. Et 2 ou 3 heures après, une lettre m'a trouvé dans un restaurant en ville. Comment la lettre vous trouve? Normalement, c'est à l'université. Comment est-ce que vous êtes dans un restaurant en ville et la lettre vient vous trouver là? Eh bien, parce qu'il fallait que ces gens se conforment à la réglementation. Ils ont donc écrit une lettre. Ils sont allés donner à mon collaborateur en l'enjoignant de me la porter, même si je suis dans mon village. Il m'a donc téléphoné. Je lui ai dit là où je me trouvais. Il m'a apporté la notification. Et qu'est-ce que dit la lettre? La lettre est une simple lettre de monsieur le doyen plein. C'est-à-dire monsieur Laurent Omba. Voilà. Richard il me dit Laurent que, conformément à une décision directeur, je dois me rendre le lendemain à une passation de service. Bon, un avocat était à côté de moi. Avec mes amis, on a fait un commentaire. Il se retourne et dit, vous parlez de quoi? Je lui ai expliqué. Il dit, maître, si vous pouvez me rendre ce service, allez dire au doyen qu'il ait comme l'amabilité de me faire tenir la décision, cette fameuse décision dont j'entends parler. Alors l'avocat est allé le voir le lendemain matin, avant le rendez-vous que le doyen avait prévu pour l'après-midi. Mon avocat lui a dit, enfin par lettre quoi, par courrier, mon opposition.
à ce genre de passation de service comme une lettre de cachet au temps du roi Louis XIV. Les lettres de cachet vous envoient à la Bastille et vous partez comme ça. Non, nous sommes dans un état de droit. Et un état de droit fonctionne avec une certaine syntaxe, une certaine grammaire. C'est cette grammaire dont je veux l'application. Alors, mon avocat lui a dit, mon client ne peut pas venir comme ça s'il ne voit pas l'acte. Et je crois que c'est 2 ou 3 jours après qu'enfin, on est venu déposer l'acte en question. Signé du doyen. Signé du recteur. Directeur. Oui. L'acte en question, c'est quoi? C'est l'acte qui vous met à la retraite? Non. Le doyen m'avait notifié de ma retraite en avril. Oui. Cet acte est l'acte qui a été préparé par mon doyen afin que le recteur le signe. Et qui affecte donc un nouveau responsable du département. Voilà, un intérimaire. L'ancien ministre Pius Ondoa. L'ancien ministre Pius Ondoa, oui. Qui devient en fait, qui prend votre place. Voilà. De manière par intérim. De par la volonté du canal. La volonté des canals. Des canals, oui, des canals. D'accord, oui. Ok. Alors. Et non pas la volonté du ministre qui m'avait nommé. Oui. Ça se passe comment? Comment est-ce que qui nomme? C'est le ministre qui nomme. Le ministre a la prérogative de nommer les chefs de département. Bien sûr, c'est proposition des autorités locales. N'est-ce pas? Parce que le ministre ne peut pas connaître tous les chefs de département de 8 universités. Donc, il fallait donc que les gens qui sont chargés de proposer fassent une proposition de remplacement. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré remplacer directement. Et selon vous, ils n'ont pas le droit de le faire? Ils n'ont pas le droit tant que le ministre est présent à Yaoundé. Il n'est pas mort, il n'est pas absent, il n'est pas en invalidité. Il faut lui dire qu'il y a urgence, monsieur le ministre, il faut nommer tel. Parce qu'il y a urgence. Est-ce que vous êtes allé voir le doyen? Le doyen? Non, vous avez envoyé l'avocat. J'ai envoyé l'avocat. Vous êtes allé voir le recteur? Non plus. Parce que je ne savais pas que c'est le recteur qui avait signé. Mais quand vous avez vu la lettre du recteur? Quand j'ai vu la lettre du recteur, les choses s'étaient déjà gâtées. Gâtées dans quel sens? Ça y est, l'avocat avait déjà porté mon opposition. Oui. Si j'avais vu la lettre du recteur, j'aurais assoupli ma position. Vous aurez fait quoi? J'aurais été voir le recteur pour en débattre avec lui. En lui disant, je suis prêt à partir, ou bien non, j'attends que le ministre... Oui, en lui disant, monsieur le recteur, je vous respecte beaucoup, mais j'aimerais quand même que vous fassiez une proposition pour que les formes soient respectées. Moi, je ne m'agrippe même pas, et je vous le dis à vous ici, je ne m'agrippe pas au département. Votre problème, c'est le respect des formes? C'est le respect des formes et le respect de ma personne aussi. Oui, parce que vous avez dit, toujours à la presse, mon départ en retraite n'entraîne pas de facto la fin de mes fonctions de chef de division c'est deux choses totalement différentes. De division et de doyen. Hein, oui. C'est ce que bon. Les divisions, chef de département et chef de la division de la recherche. D'accord. C'est mal. Bon. D'accord. Merci. J'attends que le ministre qui m'a nommé prenne un acte parallèle. C'est le principe du parallélisme de forme. Le ministre est encore vivant et il est en poste à Yaoundé. Oui. Même s'ils sont administrativement... Non, vous dites... je n'accepte pas que des jeunes gens me méprisent de la sorte, oui. Même s'ils sont administrativement au-dessus de moi. Oui. C'est un mépris que je ne peux pas tolérer après avoir passé 40 ans au service de l'État, au service du régime. Oui. Et en plus, que vous ne savez pas, je suis syndicaliste. On ne peut pas me balancer comme ça. Aussi légèrement comme une mouche. Vous avez toutes les armes de votre côté, en fait. Si nous sommes... Il y a d'abord l'hypothèse, hein. L'hypothèse est que si nous sommes dans un état de droit, alors ceci et cela. Vous comprenez? Il y a des prémices dans ce raisonnement. S'il est vrai que nous sommes dans un état de droit, alors la grammaire de l'État doit fonctionner. Mais si nous ne sommes plus dans un état de droit, dans ces conditions... tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais j'ai la faiblesse quand même de croire que nous sommes dans un état de droit et je suis respectueux de l'État, des institutions et des hommes qui font jouer ces institutions. Donc, vous estimez qu'il y a du mépris de la part des jeunes gens? Oui. Qui sont au-dessus de vous administrativement? Oui. C'est-à-dire du doyen et même du recteur?
Oui. Le recteur, je l'écarte, parce que le recteur ne connaît pas tous les micmacs qu'il y a dedans. Mais au niveau du décanat, il y a un problème. Il y a un problème, bien sûr. Vous avez un problème là-bas? Et il y a des problèmes. Qui vous en veut comme ça à ce point? Par exemple, nous n'avons pas été sur la même longueur d'onde au sujet d'un doctorat qu'il fallait décerner. Vous et le doyen? Oui. Moi, en tant que chef du département de philosophie, c'est-à-dire responsable absolu de la formation et des évaluations. C'est moi qui suis à la base des évaluations académiques. Ça, le texte de 93 le dit, que le département est totalement responsable des enseignements et des évaluations. Ça veut dire que mon avis sur la collation d'un doctorat doit être pris au sérieux. Et si mon avis n'est pas pris au sérieux et que les gens jouent de leur position hiérarchique, ce n'est plus le fonctionnement harmonieux de l'institution universitaire. Or, il se trouve précisément que dans notre pays, les gens expriment et aiment jouer de la volonté de puissance, à tort et à travers. Et moi, je me dis, je donne mes positions, mes avis scientifiques. S'ils ne sont pas pris au sérieux par la hiérarchie, je ne suis plus responsable. Donc il y a un problème sérieux. C'est que les gens qui occupent une position administrative supérieure ont tendance à bafouer les directives académiques qui viennent d'en bas. Ça, c'est récurrent. C'est récurrent. Alors, je vais lire des mails qui arrivent là. C'est M. Etienne qui est étudiant en lyrique. Il dit que le recteur Omar Obouba, pour lui, veut régulièrement défier le ministre de l'Enseignement supérieur. Il n'a pas le droit de remplacer un chef de département en service. Il peut le désigner par intérim en cas de décès. Même dans le cas du professeur Mono, seul le ministre peut le décharger de ses fonctions. Ça, c'est un étudiant en lyrique. Oui, je pense que c'est un gars qui a fait droit, sans doute. Qui a fait droit. Donc, parce qu'il maîtrise bien les règles. Bon, je vais lire un autre mail, là. Il y en a deux autres. Professeur, n'êtes-vous pas de ceux qui pensent, ça c'est Mariette, hein, c'est Léonie plutôt, n'êtes-vous pas de ceux qui pensent que la retraite est une sanction? Non, j'ai hâte de partir à la retraite, mais je ne pars pas n'importe comment. Je veux partir la tête haute, comme un haut fonctionnaire qui a servi son pays, avec honneur et dignité, pendant 40 ans. Je voudrais partir avec les honneurs académiques que le recteur m'a d'ailleurs promis. À l'heure où on voit les choses, c'est mal engagé. Hein? C'est pas mal engagé. C'est pas mal engagé. Non, puisque déjà il y a un conflit, vous allez aller au tribunal, parce qu'à ce rythme-là, il y a un avocat qui est dans l'affaire. Hein? Bon, alors je voudrais dire à Léonie que la retraite pour moi n'est pas une sanction. Je l'appelais de tous mes voeux. Parce que 40 ans a fait la même chose. Et même quand j'avais de très hautes fonctions au comité central du pays, j'ai continué à enseigner, à donner mes 8 heures. Alors que d'autres, dès la moindre nomination, ils se couchent chez eux. J'ai continué à faire mon travail. Et quand j'ai été déchargé de ces hautes fonctions au comité central, je n'ai pas eu de problème à retrouver mon emploi du temps. Je vais donc dire à Léonie, j'ai travaillé 40 ans. Il est temps que j'aille me reposer. Mais j'aspire donc à un légitime repos, mais en tout honneur et en tout respect. Et ce n'est pas mon nom de journée qu'il faut respecter, c'est les institutions. Vous comprenez? L'institution aussi que vous représentez en tant que chef de département de philosophie. Voilà. Il y a Marcel de Douala qui dit que professeur Mounondjana, personnellement je suis fier de vous avoir eu comme professeur et censeur au lycée d'Akonolinga dans les années 78. Les valeurs que vous nous avez inculquées à ce moment-là sont en déperdition aujourd'hui. Comment vous sentez-vous ayant traversé ces deux époques-là dans laquelle vous êtes-vous le mieux accompli? Dans quelle époque vous êtes-vous le mieux accompli? Selon Marcel, c'est une question qu'il pose. Je pense que je me suis mieux accompli à la première époque. Parce que nous fonctionnions avec des principes. Aujourd'hui,
nous avons esquissé quelques principes, la rigueur et la moralisation. Et ces principes ont été mis entre parenthèses. Et moi, personnellement, j'ai traversé ma carrière dans ce no man's land moral. Et maintenant que je prends la retraite, je pars avec un sentiment de satisfaction parce que je vois la rigueur qui commence à pointer encore du nez. Mais moi, je pars. Et je pars sans regret. Parce que j'aspire à un repos légitime et je vais m'engager à d'autres occupations. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne donc à ce petit problème-là que vous avez actuellement. Est-ce que vous avez essayé de voir le ministre Jacques Famé Ndongo? J'ai essayé de voir le ministre Jacques Famé Ndongo. Il vous a pas reçu? Il m'a reçu. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le ministre Jacques Famé Ndongo? Bon, je crois que je ne devrais pas... Venir le dire ici à la télévision? Oui. Mais il est pour le respect des formes. Il est pour le respect des formes. Donc la décision... Il a marqué son étonnement. La décision du directeur est nulle. Il a marqué son étonnement de n'avoir pas été consulté. Mais il ne m'a pas dit ce que je devais faire, moi. Bon, pour lui, la décision du directeur est de nul effet pour l'instant. Non, il m'a dit que c'est quelque peu irrégulier. Ok, on dit la même chose. Donc, mais il n'a pas dit que c'est nul effet, il m'a dit que c'est quelque peu irrégulier. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc, comme c'est quelque peu irrégulier? Comme c'est quelque peu seulement, l'autre partie là, on va donc au... Vous allez à la retraite ou bien vous allez continuer? Moi, je pars à la retraite. Il n'y a pas... D'accord, je ne peux pas renier mon âge. Ok, mais votre fonction, chef de département, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, la fonction de chef de département, je vous ai dit que je suis bon républicain, respectueux des institutions et des hommes qui les incarnent. Il s'agit que j'ai à faire face, je suis dans un dilemme, entre l'arrêté du ministre qui m'a nommé et qui n'a pas encore nommé mon remplaçant, et la décision du recteur qui, dans la hiérarchie des normes juridiques, occupe une position inférieure. Alors, je suis écartelé. Obéir, continuer à respecter l'arrêté du ministre qui n'a pas été abrogé, ou bien respecter la décision du directeur qui compte abroger l'arrêté du ministre. Alors, vous, un bon citoyen, que feriez-vous? Alors, c'est un dilemme. C'est un dilemme. Ce matin, vous étiez au professeur Mouloudjana? J'étais à une soutenance de jury. J'ai fait deux jurys ce matin, avant de venir à Douala. Deux jurys? Deux jurys de philosophie. Hier aussi, vous étiez de soutenance? Hier, vous n'étiez pas à votre bureau? J'étais dans mon bureau, oui. De chef de département? Mais j'y vais chaque matin. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour l'instant, vous avez choisi votre option. Mon option... Vous n'êtes pas écartelé. Vous êtes dans une option bien précise. Tant que cet acte n'est pas régularisé... Oui, mais je vous dis quand même le mouvement intérieur qui s'est opéré à moi, parce que ça me gêne de désobéir au recteur, que je respecte beaucoup, et qui m'a beaucoup encadré, et qui m'a même fait beaucoup de bien. Ça me gêne beaucoup de devoir choisir l'arrêté du ministre par rapport à la décision du directeur, que j'aime encore beaucoup et je suis sincère en le disant. Bon, moi, ce que je propose, c'est plus simple. On fait très simple. Vous allez demander là, puisqu'on est en direct à la télévision, peut-être que le ministre Famé Ndongo vous regarde. Vous allez demander au ministre Famé Ndongo de nommer donc votre remplaçant. Pour ça, là, ça va régler tout le problème. Je n'ai pas d'instruction à donner au ministre de l'enseignement supérieur. Ce serait de l'outrecuidance que je ne peux pas me permettre. Bon, moi, je ne peux pas dire au ministre ce qu'il doit faire. Il m'avait nommé et dans l'acte de nomination, il a insisté cumulativement. Cumulativement. Ouais. Il y a un cumul. Oui, ça veut dire qu'il a voulu attirer l'attention dans cet acte-là qu'il a pris. N'est-ce pas? Et quand il a insisté cumulativement, en ajoutant cet adverbe, ça veut dire qu'on doit quand même regarder deux fois avant de m'enlever. Donc, moi, je propose, monsieur le ministre Famé Ndongo, je peux me permettre de... Oui, vous êtes journaliste, vous allez dire, moi, lui est mon patron hiérarchique, je ne peux pas lui donner des instructions. D'accord, alors, mais je veux avoir votre permission avant de dire ce que je vais dire. Ah, non, vous prenez sur vous. Hein. Je vais demander qu'on vous remplace, puisque monsieur le professeur
est allé à la retraite le 3 novembre 2011, après 40 ans de bons et loyaux services, que tous les Camerounais ont pu apprécier, pouvez-vous, monsieur le ministre Mendongo, le décharger de ses fonctions de chef de département? Comme ça, il y aurait un parallélisme des formes. Bon, je vous appuie, n'est-ce pas, en disant que je ne m'accroche pas. Vous avez dit ça depuis... Oui, c'est pour ça que je vous dis que... Je ne m'accroche pas au poste de chef de département. Mais maintenant, il faut seulement qu'on respecte le parallèle des formes. Et je parle à tête haute. Voilà ce que je veux. Ce n'est même pas grand-chose, au fond. Mais c'est ce que je suis en train de dire au ministre. Bon, maintenant, donc, oui. Le ministre a sa convenance. S'il pense que je fais un travail utile au département, il ne m'enlèvera pas. Ah oui, si. Il y a une nuance. Parce qu'il est question aussi d'être efficace. Il y a l'efficience d'une gestion. Est-ce que vous voulez finalement partir, professeur? Est-ce que vous voulez partir? Bon, est-ce qu'en votre fort intérieur, est-ce que vous pensez que vous faites un travail utile? Je pense que je fais un travail utile. Donc vous devez rester? Non, si le ministre pense que je dois partir, je dois partir. Non. Mais je sais que je fais un travail utile. Donc, non, parce que si vous faites un travail utile, il n'y a pas de raison que vous partiez. Surtout qu'il y a d'autres qui sont encore en fonction alors qu'ils sont largement retraités. Oui. Pourquoi vous partirez alors que le Premier ministre, comme vous dites, lui, il est encore en poste? Est-ce que vous l'avez dit tout à l'heure? Non, il n'est pas le seul. Mais lui, bon, il est nommé, ok, d'accord. Bon, mais... Dans la République, ils sont des centaines. Ah bon? Oui, mais... qui sont retraités, qui ont gardé l'office. Oui, mais non, parce que vous avez dit... Et je ne veux pas... Est-ce qu'il n'y a pas une c'est parce qu'en philosophie, il y a ce type de, on relève ce type de contradiction. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose que vous ne souhaitez pas. C'est-à-dire, vous souhaitez partir après 40 ans de bon et loyaux service, vous le dites? Je suis parti de la fonction publique. D'accord, voilà. Ok. Mais deux, comme vous estimez que vous faites un travail qui est important pour la République, vous voulez rester à ce poste-là? Non, je n'ai pas à intercaler mon vouloir personnel. Non, attendez. Vous estimez que vous êtes encore utile? Oui. Vous pouvez apporter encore? Oui, j'apporte. D'accord. Donc, ce serait mieux que vous soyez à ce poste-là? Non, je ne bascule pas dans cette conclusion. Je sais que je suis utile, mais il ne dépend pas de moi de rester à ce poste. Ok. Bon, c'est un peu compliqué. Mais bon... Non, c'est pas compliqué, il ne dépend pas de moi de rester là. Quel est votre souhait exact? Vous voulez Mon souhait est que le ministre m'enlève quand il en aura convenance et qu'il me remplace. Voilà, c'est clair et simple. S'il n'en a pas convenance, vous avez beau le lui demander, il prendra le temps qu'il voudra. Quand vous avez vu le ministre, c'est vrai que c'est confidentiel. Est-ce que vous lui avez dit, par exemple, que moi m'envoie à la retraite, alors qu'il y en a d'autres qui sont là depuis des années et qui ne sont pas à la retraite? Ça aurait été un très mauvais raisonnement. Bon, mais vous avez quand même pu lui faire... Non. Pas de comparatisme, non. Je plaide pour ma cause que je ne suis pas respecté malgré mes états de service et on m'enlève sans respecter les formes. Bon. Voilà les deux griefs que j'avais soumis au ministre de notre département. Bon, vraiment pour vous aider, pour aider à résoudre le problème, j'ai donc demandé au ministre si le ministre pouvait donc respecter ces formes-là. S'il en a convenance, sans problème. S'il en a convenance. Et là, vous partirez sans problème. Non. Sans problème, s'il en a convenance. Ok. Je rappelle qu'on est en direct. Donc, vous pouvez adresser vos mails. Hein. Il y a l'adresse qui s'affiche là. Vous pouvez envoyer des mails au fur et à mesure, des mails pas trop longs. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il y en a beaucoup. On va lire quelques mails. Hein. Oui. Bon. C'est Thomas. Professeur, votre mise en retraite ne vous déçoit pas de toutes vos responsabilités antérieures. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais enfin... Il dit ce que je disais tout à l'heure. Ok. Donc, en fait, Ça n'entraîne pas ipso facto que j'abandonne les fonctions. D'accord, ok. Là, c'est Fabrice. Je suis un ancien de Yaoundé 1. Les anciens professeurs freinent le développement, ne mettent pas leurs cours à jour, sont constamment absents et empêchent aux étudiants de bien faire leurs cours. Le professeur doit partir. Tout le monde au Cameroun est pour l'alternance. 40 ans, c'est trop. Si le professeur a encore un peu de dignité, qu'il reste tranquille. Bon, en tout cas, il a fait une faute. On n'empêche pas aux étudiants, on empêche les étudiants. Donc il est mal placé pour me juger. D'accord, ok. Amadou, il dit que si vous êtes appelé, professeur, à exercer une fonction ministérielle, comme celle de ministre de l'enseignement supérieur, quelles seront vos réformes? Mes réformes? Attention,
si vous vous engagez dans cette voie-là, alors que le ministre a la décision sur votre avenir, il peut se fâcher. Non, je ne réponds pas. Je vous ai dit, je ne me mets pas à donner des conseils au ministre, je ne me mets pas non plus à gérer. Quand le jour où je serai ministre, je dirai mon programme d'action. Avant, on ne fait pas une campagne électorale pour devenir ministre. Si je me mets à développer mon action maintenant, c'est que je suis en train de faire une campagne électorale. Et surtout qu'à ce moment-ci, on attend le remaniement. Bon. Mariette, elle dit, professeur, si nous savons tous que nul n'est indispensable, pourquoi ne pas laisser la place aux plus jeunes pour travailler? Eh bien, je vais vous raconter une histoire, n'est-ce pas? L'histoire d'un exorciste. Il voulait chasser un diable, n'est-ce pas? Il voulait chasser un démon. Il a dit en latin, le mot egredere veut dire quitte. Alors, l'impératif d'egredere, c'est egreder, quitte ce corps. Et l'exorciste a dit egredi. Et le diable a dit non egredam. C'est-à-dire je ne sortirai pas. Cours. C'est-à-dire pourquoi? Tu as mal locusti, parce que tu as mal parlé. Ça veut donc dire que ceux qui me parlent de dignité ne comprennent pas la problématique. Moi, je suis prêt à partir. Je veux seulement que les formes soient respectées. Il faut qu'ils sachent que nous sommes dans un état de droit. Vous comprenez? Aucun citoyen ne peut occuper un poste par la force. Dès lors qu'on respecte les formes, je ne suis pas entré par effraction. Je ne sortirai pas par effraction non plus. Ça veut dire que si, tant que ces formes ne sont pas respectées, vous êtes là, vitam aeternam. Je vous ai dit les prémices de ce raisonnement. Si nous sommes dans un état de droit, pourquoi les gens ne veulent pas comprendre ces prémices? Si nous sommes dans un état de droit, alors les formes de nomination doivent être respectées. Oh, c'est simple de respecter ces formes. Dans les 2 minutes, on peut les respecter. Il y a Herman qui dit, professeur, vous avez raison de rester à votre poste. Même au plus haut sommet, personne ne va aller à la retraite ou bouger. Pourquoi est-ce que vous partiriez? Bon, moi, je n'ai pas les mêmes raisons pour me maintenir. Moi, j'ai d'autres raisons. Elles sont juridiques. Elles sont juridiques parce que nous devons respecter nos institutions. Moi, je les respecte. C'est par respect pour les institutions que je n'accepte pas une décision qui n'est pas conforme à celle qui m'a nommé. C'est par respect. C'est tellement facile à comprendre. Il y a votre ancien étudiant, élève Marcel Malangué. Il dit, Thierry, pourquoi est-ce que vous insistez? Pourquoi insistez-vous à opposer la défense des valeurs prônées par Mononjana à des hic administratifs récurrents aujourd'hui? Je n'insiste pas. Je suis en train d'aider le professeur à trouver une solution. Je ne suis pas en train d'insister. Vous avez l'impression que la solution ne me manque pas à moi. Vous comprenez? C'est pas à moi que la solution manque. La solution manque à ceux qui veulent m'enlever et qui ne savent pas recourir à l'autorité compétente. Alors, Herman... Dites-le, ne parlez pas au ministre. Parlez à ceux qui veulent me chasser. C'est-à-dire le doyen. Dites au doyen, monsieur le doyen, faites un rapport au ministre que Mononjana a fait la rébellion. Il fait le rapport, c'est comme ça qu'on fait. Vous l'avez vu depuis, le doyen? Mais nous sommes dans un certain conflit, humainement parlant. Vous voulez que je le voie pourquoi maintenant? Voilà, donnez-lui le conseil de signaler mon mauvais comportement au ministre. Parce que c'est un mauvais comportement. Refuser de faire la passation de service mérite d'être porté à la connaissance du ministre. Il faut qu'il le fasse. Oui, ce sont mes patrons, ils doivent le faire. Bon, c'est Herman qui revient à la charge. Il est prof. J'ai l'impression que votre retraite est considérée comme une sanction. Non, ce n'est pas une sanction. La retraite n'est pas une sanction. La retraite est un mouvement normal quand vous atteignez 65 ans. Je n'ai pas de problème là-dessus. J'ai des problèmes avec les quant textes. À la grammaire de l'État. C'est Lali qui dit, professeur, Mononjana a été mon chef de département et mon prof de philo dans les années 94. C'est un travailleur, un homme probe. Il écrit aussi, je crois que le Cameroun a besoin de tel cerveau. Il écrit et continuera à écrire. Les grands hommes ne meurent pas. Qu'ils soient en poste ou à la retraite, ils ne meurent pas. Les grands hommes. C'est moi qui ai ajouté ça, cette phrase-là. Oui, elle a raison parce que je prends la retraite pour aller achever quand même des œuvres qui sont restées sur ma table. Et j'ai hâte de les achever et les envoyer chez les éditeurs. C'est Désiré qui dit merci, monsieur le professeur, pour votre attachement au respect de l'état de droit au Cameroun. Bon, continuez à envoyer des mails. Moi, je vais les lire. Ne soyez pas trop long comme là, c'est très bien. Et on va poursuivre l'émission
Je prends un dernier mail quand même qui vient de Kumba. C'est Flavie. Hi, Prof. Accept that you are going on retirement and that the dean of the faculty is your boss and has won the case. Please go to your village on retirement and enjoy peace. Okay, I thank you very much. The dean is my boss, and I think that the law is my higher boss, and I respect the law more than I respect my dean. Can you understand it, please? I think that she understands it. Okay, let's continue. On passe à d'autres questions, puisque bon, on espère évidemment que ça va être résolu. Ouais, je voulais faire un commentaire. Hein. Oui. Ceux qui répondent, ceux qui interagissent comme ça, ils prennent le doigt comme un cow-boy. Un cow-boy qui arrive avec le colt et qui chasse tout le monde. Non, messieurs, mesdames, il y a des règles pour faire partie les gens. Nous ne sommes pas dans le Far West. Nous sommes dans un état de droit. Et je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ça. Bon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de scoumoun, de malchance qui vous suit depuis quelques années, professeur? C'est-à-dire que vous avez d'abord été mis à l'écart des instances dirigeantes du RDPC alors que vous occupiez une fonction hautement stratégique. Il y a eu des difficultés, par exemple, à gérer le droit d'auteur, la Socialadra. Maintenant, on vous signifie cette mise à la retraite-là. Est-ce qu'avec le recul, quand vous faites le bilan, vous vous dites pas, mais il y a quelque chose, que j'ai un petit problème quelque part? J'ai pas de problème, je sais ce qui se passe. Il se passe quoi, professeur? Dites-nous, parce que là, on est au stade de non, je suis face à des réseaux, vous comprenez, qui n'aiment pas le fait que j'ai refusé le réseau. Voilà. Quel réseau? Ah, vous savez. Non, parce que, attendez, là, on est au stade de confidence. On ne peut pas faire des confidences à la télé. Ce n'est pas vraiment le meilleur endroit pour faire des confidences. En fait, il y a des réseaux dans lesquels on vous a demandé d'entrer. Oui. Vous avez refusé de faire partie des réseaux. Depuis le comité central, j'ai refusé. Alors on vous a dit on va vous briser. Oui. Donc tous ceux qui sont au comité central sont dans le réseau. Je ne sais pas, mais moi, on m'avait demandé de faire l'initiation. Quelle initiation? Ah, moi, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas, puisque vous a demandé? Mais en tout cas, j'ai refusé le mot. C'était quelque chose de magique, d'ésotérique, de... Bon, en tout cas, la personne qui m'a consulté ce jour-là m'a dit, puisque vous refusez, vous ne serez rien dans ce pays. Et vous n'avez été rien depuis. Mais qui vous a... Par rapport à ce qu'on appelle quelque chose. Vous comprenez? Il y a l'être et le non-être. Il y a donc des êtres. Si vous me permettez cette métaphysique sociale, il y a des êtres et des non-êtres. Il y a des êtres dont le rôle est de prendre les non-êtres au niveau des êtres. Alors, si vous n'acceptez pas le mouvement, vous ne serez jamais un être. Vous restez un non-être. Alors moi, je suis un non-être par rapport aux êtres. Et les êtres me poursuivent. Quand vous êtes devenu... les êtres me poursuivent toujours. Mais quand vous êtes devenu secrétaire national de la communication, si je ne me trompe pas, du parti, dans les années 80-90, oui. Vous êtes devenu un être. Oui, la personne m'a expliqué que là, on vous a pris par hasard. On ne vous prendra plus jamais par hasard dans ce pays. Mais la personne qui vous a aidé, l'être qui vous a aidé à devenir, de quitter le stade de non-être pour être être, c'était pas le professeur, votre maître à penser, le professeur John Mollet? Je pense pas. C'est pas lui? Mais je pense pas. Parce qu'il était secrétaire général du parti. Nous avons été nommés dans le même axe. L'acte qu'il a nommé et l'acte qu'il m'a nommé. Le président Biya a signé ça au même moment. Ok, vous êtes donc l'un n'a pas précédé l'autre. Vous êtes devenu des êtres. Sauf qu'arrivé au niveau stade des êtres, il fallait absolument faire des choses pour rester être. C'est-à-dire j'étais en phase d'ontologisation. C'est-à-dire de devenir être dans l'ontologie sociale. Oui. Alors... oui, un processus. Sauf que vous avez à un moment donné décidé de ne plus faire. Oui, je n'ai pas accepté le mot initiation qu'on m'a proposé. On vous a mis hors du jeu. On m'a mis hors du jeu et puis je suis rentré rapidement à l'université que je n'avais pas quitté, heureusement. Parce que là, ça allait être compliqué. Et j'ai tout fait. J'ai pris les bouchées doubles pour rattraper mon retard jusqu'à devenir le tout premier professeur titulaire des universités au Cameroun en philosophie. Ça, c'est un record que j'ai battu. Je vais juste lire quelques mails encore avant qu'on ne puisse passer
Alors, c'est Estienne Prosper qui dit que la retraite n'a rien à voir avec la nomination. Même à 100 ans, lorsqu'on détient un acte de nomination, on exerce ses fonctions. Le professeur Molo ne s'accroche pas à son poste. Il voulait juste que la norme soit respectée. Bon, ça c'est Chilex, hein, à Abidjan. Il dit partir, ne pas partir. Prof, vous donnez vraiment l'impression d'avoir peur de la retraite. Vous êtes un grand homme avec grand... personne ne vous l'enlèvera, mais gardez votre dignité. Oui, je lui dirais que ma dignité, remarquez un peu l'acte de Socrate. Socrate était condamné à mort, emprisonné. On lui a offert de s'évader. Il a dit non, je respecte la décision des magistrats d'Athènes. Ils m'ont condamné à mort, je préfère mourir que de prendre la clé des champs que vous m'offrez là. Socrate a respecté la loi des magistrats d'Athènes. Je fais un peu comme Socrate. Je garde ma dignité et ma plus grande dignité est de respecter les institutions. Je les respecte. Ne m'amenez pas à agir empiriquement, au coup par coup, selon la volonté des cow-boys. Acceptez que je respecte les institutions comme Socrate avait respecté la décision des magistrats d'Athènes. Alain de Yaoundé, bonsoir professeur. Auriez-vous accepté de travailler sans salaire si tout cela ne s'était pas passé? Personne ne travaille sans salaire. Même le paysan, quand il met une bouteille de manioc dans le sol, il attend un tubercule. Ok. Damas, qui est à Paris, professeur, vous avez été au comité central du RDPC. Est-ce que le système que vous avez contribué à bâtir n'est pas en train de se retourner contre vous depuis un certain temps? Je n'ai pas bâti ce système. Le système auquel j'aurais voulu contribuer est le système qui nous a tous échappé. Et la machine a pris sa vitesse. Et vous connaissez le livre de Grégoire Wona, Un bateau dans la tourmente. Actuellement, c'est le bateau qui est dans la tourmente. Ah, moi, celui qui avait écrit le livre. Hein. C'est pour dire aux collègues de Paris que ce n'est pas le système que j'aurais voulu contribuer à bâtir. Et Marcel qui revient, qui dit... La preuve, c'est que je n'ai pas réussi à intégrer le système par un refus que j'avais opposé. Vous pensez que tous ceux qui entrent dans le système, qui intègrent... Je dis que moi, on m'avait demandé, je ne sais pas si on a demandé aux autres, moi on m'a demandé... Mais vous avez dû demander aux autres aussi, mais comment... Moi j'ai refusé. Vous avez aussi dû demander aux autres, comment faites-vous pour entrer? Est-ce qu'on vous demande aussi... Non, moi je suis professeur, je ne suis pas un chercheur d'emploi. Je suis professeur d'université, le tout premier professeur dans ma discipline. Donc je gagne honnêtement ma vie, je ne suis pas un chercheur d'emploi. Bon, c'est Marcel qui dit, permettez-moi de vous donner ce conseil. Vous êtes plus utile à la nation libre, alors quittez le milieu de ces gourous de réseau. Je ne veux pas quitter en démissionnant, parce que je ne suis pas entré par moi-même, je ne partirai pas par moi-même. Je veux que l'autorité qui m'y a mis, que cette autorité mette un remplaçant. C'est tout et je pars. D'accord. Il faut respecter l'État. Ceux qui me donnent ces conseils-là ne comprennent peut-être pas la grandeur et la fonction d'un État. Moi, je suis très sensible à ça. Alors, les mails tombent en cascade. Je me suis fait un devoir de les lire. Professeur, c'est Théophile. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est bon d'adresser une lettre au chef d'État? Quel est le chef suprême? Pour lui expliquer votre problème. Je pense que, vu la majesté du chef de l'État, c'est un petit problème qui ne mérite pas d'arriver à ses oreilles. Bon. D'après moi. Ces gens, il dit qu'il faut goûter un peu à ce que les autres, c'est-à-dire vos collaborateurs des années 90 à 94, ont mangé pendant longtemps et que vous avez longtemps soutenu à ciel ouvert sans aucune honte. Apparemment, quand vous étiez en pleine fonction, pleine possession de vos fonctions, vous étiez un tyran. Non, ils ne m'ont pas connu. Bon. Ils ne m'ont pas connu. Je faisais la communication. Je n'avais pas un rôle stratégique et déterminant. Je faisais le déploiement de l'image du parti. Désiré qui dit, professeur, nous constatons donc que vos supérieurs hiérarchiques sont des chargés de mission pour vous nuire. Ça, je n'oserais pas affirmer cela parce que dans les contacts que j'avais avec mes patrons, c'est des contacts cordiaux. Je ne comprends pas la précipitation avec laquelle Étienne a signé un acte au lieu de faire des propositions au ministre.
Mariette qui demande qu'est-ce qui a été à l'origine de votre départ du comité central du RDPC? Bon, j'étais entré au comité central du RDPC sans savoir les raisons qui m'ont amené. Comment ça, vous étiez militant? Et quand je suis parti, je n'ai pas cherché non plus à savoir les raisons. Vous étiez militant? J'étais militant, oui. Donc vous avez été coopté, c'était un grand honneur? Oui. D'être coopté, c'était en quelle année? C'était en 91. Vous étiez membre du comité central? Le secrétaire, c'est pas membre. Non, vous n'êtes pas membre. C'était des fonctions administratives. Ah, administrative, d'accord, ok. Dans l'exécutif du parti, quoi. Oui, donc vous êtes retrouvé à cette fonction-là. Je n'ai pas demandé pourquoi. Donc quand on vous a enlevé, vous n'avez pas demandé pourquoi? Je n'ai pas demandé pourquoi non plus. Puisque j'avais des choses à faire à l'université. Bon. Et j'avais mes retards à rattraper parce que là-bas c'est compétitif. Il faut changer de grade en travaillant. D'accord. Bon, alors je reviens un peu sur le... Vous avez dit que vous n'êtes pas frappé par la malchance. Parce qu'au-delà du comité central... Non, je sais ce qui arrive. Hein. Il n'y a pas de malchance du tout. Il n'y a pas de malchance. Mais à Sociladra, vous avez été PCA. Les réseaux. Vous n'avez pas vu que chaque fois que je prenais le pouvoir à la société, je me faisais relire, j'avais la confiance de la base. Mais je n'avais pas la confiance du sommet. Et vous avez vu comment ils interféraient. Dans le ministère de la Culture. Je tombe, je me relève, ils reviennent en charge. Et la dernière opération, beaucoup de ministres sont mis avec Elise Mbala. Elle n'en faisait d'ailleurs pas mystère. Vous vous faites tomber absolument. Bien sûr. Vous faites peur, professeur Mononjana? Il faut leur demander. Vous avez l'impression que vous faites peur? Il faut leur demander. Non. Votre impression à vous? Mais moi, je mène ma vie. Je ne m'en vais pas faire l'inspection dans leur pensée. Il faut qu'eux-mêmes fassent l'introspection. Bon. Il y a la politique, ça n'a pas marché. Il y a la Sociladra. Bon, on a maintenant... Mais pour la Sociladra, j'avais la confiance de la base. Je suis évincé, je reviens aux élections, je prends. Et la mafia revient toujours. La mafia revient toujours. Bon, quand des ministres se mêlent de ça... Pas un seul, plusieurs. Non, plusieurs. Il fallait sur Mme Elise Mbala, ce qu'elle disait dans les radios, comment elle se vantait d'avoir le soutien de tel, elle nommait même. Bon, j'ai compris que j'avais à forte partie et que ça valait même plus la peine. C'est pour ça que je me suis lavé totalement les mains parce que... Ben en fait, on va dire que vous avez un problème véritable avec le régime. Bon, je ne sais pas. Moi, je dis que à l'orée de ma carrière, si vous voulez, quelqu'un m'avait prévenu. On vous a nommé par hasard. La prochaine fois ne sera plus jamais par hasard. Vous comprenez? D'accord, ok. Le dernier congrès du RDPC s'est tenu, vous êtes quand même resté militant. Je suis resté militant parce que ceux qui m'avaient précipité hors du comité central me tendaient un piège pour que je rentre dans l'opposition et que je sois banalisé. Beaucoup de mes camarades qui ont des états de service à un très haut que vous ne pouvez même pas supporter, ayant été déçus, sont mis à faire le nomade dans plusieurs partis. Parce qu'ils avaient été déçus, nous avions accompli des travaux ensemble de très haute portée, que je ne peux même pas vous dire ici, mais qui auraient dû nous valoir la propulsion dans les hautes sphères. Et beaucoup ont eu cette récompense. D'autres ne l'ont pas eu et sont mis à naviguer de parti en parti. Vous, c'est pas votre Moi, cas. je suis resté dans le RDPC pour garder ma respectabilité et continuer à développer la pensée critique contre des camarades qui bousillent l'image du parti. Donc, vous êtes resté homme militant de base. Oui. Vous avez suivi le dernier congrès ordinaire, le 3e. Oui. Déjà 15 ans pour avoir un autre congrès ordinaire, c'est quand même un peu trop, non? Oui, c'est un peu trop, oui. Vous ne l'avez pas beaucoup dénoncé? Non, vous voulez que je nuance pourquoi? Puisque les textes sont là, les textes de base sont là. Les textes de base disent la périodicité. Quand la périodicité n'est pas respectée, vous voulez qu'on fasse quelle casuistique? Non, mais vous êtes attaché à l'état de droit, à tout ce qui est respect des textes. Oui, mais on déplore l'affaire dans les interviews comme ça, dans les journaux. Vous me voyez déplorer certains dysfonctionnements. Vous me voyez déplorer. Je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas organiser des marches dans la rue pour donner des conseils à mes camarades du parti. Je critique
Et ça s'arrête là. Vous avez suivi vous avez suivi ce congrès ordinaire, évidemment certainement de loin, puisque vous êtes militant de base. Non, je n'aurais même pas dû le suivre de loin, vous comprenez. En tant qu'ancien secrétaire national, j'étais invité à tous les congrès. Okay. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas, on ne m'a pas invité. On ne vous a pas invité à ce dernier congrès. Et ça m'étonne toujours dans le fonctionnement de nos institutions. Un très haut cadre qui n'est pas invité dans les congrès successifs. C'est un peu étonnant. En tout cas, j'avais été invité quand les autres étaient là. Bon, quand M. Sadi est venu, je crois qu'il n'a pas voulu m'inviter. Ou il n'a pas vu l'histoire du parti, peut-être. Donc vous n'avez pas été invité. Comment est-ce que vous avez vécu ce congrès-là? Il y a eu quelques actes fondateurs, notamment il y a eu la réélection du président Biya qui s'est fait reconduire. Oui. Mais on a noté quand même qu'il y avait une candidature. Une candidature. Oui. Certains ont dit que c'était une candidature qui n'était pas si spontanée que ça. Mais c'était un premier pas. Oui, c'était un premier pas vers le pluralisme des candidatures. Vers le pluralisme des candidatures. Qui est aussi inscrit dans la gouvernance. Il y a eu un élargissement du nombre de membres du comité central du bureau politique. Avec un grand rajeunissement. Vous auriez souhaité être au moins coopté dans une de ces instances, je suppose, en tant que militant. J'ai essayé d'influencer la marche du parti, je n'ai pas réussi. Ça ne valait pas la peine d'aller se faire ridiculiser à bout portant. Donc, j'aime comme je suis là. J'ai soutenu la candidature du président Biya. Je n'étais pas membre d'une moindre commission, même pas d'arrondissement. Et je suis sûr que si j'avais mis une commission de village, je n'aurais pas été nommé membre d'une commission de village. Donc depuis que vous êtes sorti du comité central, vous n'avez été nulle part? Non. Même pas dans les petites commissions? Non, non, non. Mais alors, professeur Monom Diala. Mais cependant, oui. Je dois vous dire des choses, mais cependant, je faisais la campagne à un très haut niveau. Comment ça? J'avais été invité en 2004, par exemple, pour aller représenter personnellement le candidat Biya dans une radio. Et j'ai représenté personnellement le candidat Biya dans cette radio, qui est une grande radio, face à des opposants de gros calibre aussi. Et il m'avait donc demandé cette fois-là d'aller représenter le candidat Biya. On vous utilisait? Oui. Je suis militant de base. Donc on vous envoyait partout? Je peux aller coller des affiches s'ils veulent. Je peux aussi aller défendre les idées du président Biya face... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Ce que je veux. À 65 ans, vous n'avez plus les ambitions je suppose, ou de vous aspirer à autre chose. Vous ne pouvez pas aller coller des affiches à votre âge après avoir fait 20 ans de militantisme. Je vous dis qu'ils ont fait appel à moi. Pour les défendre. Pour aller représenter le président dans une radio. Et il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai été représenté le ministre Famenne Ndongo à Bamako, dans une conférence ministérielle. Oui, ça c'est purement dans le cadre professionnel. Voilà. Non, parce que vous voulez me faire croire que même sur le plan professionnel, vous avez été mis à l'écart complètement de tout ce qui était mission, avantages et autres? Au plan professionnel? Oui. Un peu, oui. Vous estimez que vous n'avez pas eu la carrière que vous auriez dû avoir? Non. J'aurais dû avoir une carrière plus brillante que ça. Si j'avais eu un appui véritablement institutionnel. Ça veut dire par exemple être quoi? Doyen, recteur? Vous savez, c'est les vieux qui sont les doyens. Au sens normal des choses. D'ailleurs, doyen veut dire vieux. Or, chez vous, ce sont les jeunes qui sont devenus vos chefs. C'est frustrant, n'est-ce pas? C'est frustrant, oui, je dois le dire. Donc, sans état d'âme. À partir du moment où c'était frustrant, on peut comprendre que vous ayez, sans peut-être le vouloir, manifester vos désaccords. Parce que si vous avez un cadet qui gère un département et il ne gère pas bien selon vous, vous pouvez bloquer l'action de manière non intentionnelle. Parce que, bon... Non, je ne suis pas un saboteur. Je constate des dysfonctionnements, mais je fais avec. Vous comprenez? Je suis bon républicain et je respecte les institutions et les hommes qu'on a placés dans ces institutions. Quel que soit leur âge, je les respecte. Vous pensez donc je veux qu'eux aussi respectent les formes de l'État. Oui, je veux dire que vous pensez donc que ces jeunes qu'on a placés à ces postes-là, rien que parce que, bon, c'est un plaisir sadique de brimer le vieux, l'ancien, qui nous a peut-être tenus, on le brime. On lui montre qu'on est son patron.
Vous avez été victime de ça, n'est-ce pas? C'est enfantin, bien sûr. Oui, c'est lié à l'âge des personnes qui ont... Oui, parce que quand vous êtes un homme d'État, vous n'avancez pas votre moi personnel, n'est-ce pas? Pour dire, me voici, je gère, j'écrase tel, et j'y prends du plaisir. Un homme d'État n'avance pas son vouloir égoïste. Un homme d'État place seulement devant ses intérêts, il place la règle, il place l'État, il place les institutions, il place la loi. Voilà un homme d'État. Et c'est ce que j'essaie de faire sans être un homme d'État. Je veux qu'on respecte les institutions. Je veux qu'on les respecte. Et c'est tout. Je veux qu'on les respecte. Bien bonjour et je m'en vais. Alors je vais lire des mails parce que ça tombe en cascade. C'est Désiré. Professeur, êtes-vous toujours militant du parti au pouvoir? Je suis militant de base, oui. Parce que je n'ai pas voulu quitter. Je sais que beaucoup de mes camarades voulaient me pousser à la démission pour que j'aille errer dans d'autres partis. J'ai refusé cette position-là. Elle est inconfortable. Vous ne pouvez plus critiquer valablement votre parti que vous aimez si vous êtes en dehors. D'accord. C'est Charles. Les professeurs d'université ne devraient-ils pas se contenter d'enseigner uniquement? Non, les professeurs d'université ne peuvent pas se contenter d'enseigner. Il faut qu'ils encadrent la recherche. Il faut qu'ils gèrent les enseignements qui sont dispensés. Parce qu'on ne peut pas amener un infirmier pour venir gérer la manière dont vous enseignez. Si vous faites tous vos cours, toutes vos unités, etc. Ce n'est qu'un professeur qui est du métier, qui peut encadrer les autres professeurs. Donc, certaines fonctions administratives sont occupées par des professeurs dans tous les pays du monde. Alors, Thomas, il demande, professeur, je me rends compte que vous êtes devenu un grand homme, à en juger par la pondération de votre ton qui tranche avec la verve que vous aviez à l'époque où vous défendiez bec et ongle le parti au pouvoir. Comment expliquez-vous cette mue, ce changement? Serait-ce dû aux multiples coups que vous avez reçus? C'est l'âge. Vous avez mûri. La pondération vient avec l'âge. Mais vous n'en pensez pas moins. Si un vieux n'est pas pondéré, c'est que... C'est-à-dire qu'en fait, mais ce que vous disiez à l'époque, paraît-il, ce qu'il dit, est-ce que vous assumeriez encore cette position avec oui, le recul? Parce que bon, avec la nouveauté d'un régime, la jeunesse de l'âge et la nouveauté des idées, on ne peut que assumer et avec une certaine vigueur. Je parle bien de la nouveauté d'un régime qui arrive et qui est porteur d'espoir. La vigueur de l'âge et la jeunesse des idées, on doit avoir la verve. Mais tout ceci retombe avec l'âge quand vous voyez la réalité, quand vous voyez les évidences, quand vous voyez que le régime a échoué. Le régime? Bon, je ne peux pas dire de façon tranchée que le régime a échoué. Mais je voudrais quand même arriver au constat que 50 ans après nos indépendances, nous sommes très loin. Je vous prends un exemple. La Corée. La Corée était dévastée dans les années 50. Les bombardements américains avaient dévasté la Corée. Les Coréens disent que Pyongyang avait 40 000 habitants, les Américains ont largué 40 000 bombes, dont une bombe par habitant. Et il n'y avait même pas une place où un oiseau pouvait se poser. 50 ans après, ces gens-là, à nous qui n'étions pas rasés, qui avions notre cacao et notre café et notre coton, à nous, ils nous donnent déjà des bourses. Ils vendent des voitures et d'autres développements, d'autres signes de développement. Il y a donc là un problème. Il faut chercher à savoir d'où vient le fétichisme des Coréens et d'où vient la malchance des Camerounais dans le même écart de temps. Ça veut donc dire que nous devions, si nous étions honnêtes, nous asseoir et nous demander pourquoi n'avons pas nous, pourquoi ne sommes-nous pas avancés, pourquoi n'avons-nous pas évolué comme ce qui était à terre il y a 50 ans. Il faut s'asseoir et faire cette conférence nationale-là
Et là, vous verrez que personne ne va échapper. Nous tous, nous sommes dans le coup. Amban qui dit, professeur, vous êtes un éminent personnage, mais ces gens-là vont finir par vous rendre ridicule. Il ira bien qu'il ira le dernier. Ce que moi je demande, et mon seul discours, c'est de respecter les textes, de respecter la réglementation. Serge qui dit, oui, non, vous dites... Non, qui est plus ridicule que qui en ce moment? Ceux qui bafouent les textes ou bien ceux qui cherchent à ce que l'État soit respecté? C'est Serge qui dit, êtes-vous membre d'une secte? Êtes-vous chrétien, franc-maçon? C'est cela. Si je l'avais été, je serais très loin. J'aurais été très loin en tout cas. D'accord. Bon, alors pour revenir un peu à continuer à envoyer des mails déjà, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, il y en a qui tombent. Pour revenir un peu à votre parcours, vous avez soutenu la candidature du président Biya à cette présidentielle? Je n'avais pas été pour cette candidature, mais j'avais dit que si lui insiste, je dois le soutenir en vertu de la discipline du parti. Ah, il y a une nuance. C'est vrai que lors d'une émission télévisée réalisée sur une chaîne concurrente, vous auriez dit à quelques mois, au début d'année, je crois. Hein, oui, hein, oui. Je conseille au président Biya de ne pas se présenter comme candidat à l'élection de 2011. Il a atteint une dimension nationale et internationale qui lui commande et qui lui donneront la possibilité d'aller vivre d'autres expériences et vivre tranquillement. Vous confirmez avoir tenu ces propos? J'ai tenu ces propos parce que je voulais éviter au président Biya cette compétition qui n'était plus de son niveau, parce que je pensais qu'il allait avoir des égratignures et des éclaboussures qu'il ne mérite pas. Je l'ai pensé, mais j'ai dit ensuite que s'il lui tient à y aller, eh bien, par discipline du parti, je suis obligé de le... Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Est-ce que ce n'est pas vous l'intellectuel? Est-ce que vous ne devez pas être ferme sur votre position? Est-ce que ce n'est pas à vous d'aiguillonner les idées en disant au président... Non, l'intellectuel n'est pas carré. L'intellectuel est toujours... il est malléable. Il s'adapte. Il y a des principes. Si ceci, alors cela. Alors, s'il maintient... Je le soutiens parce qu'il insiste. Oui, la discipline du parti. Donc, ce n'est pas un soutien ferme. Je suis dans un parti. Ce n'est pas un soutien ferme. C'est un soutien parce qu'il insiste. C'est un soutien ferme. Ce qui veut dire que si, par exemple... que ceux qui faisaient le ministre qui est passé dans mon village, j'ai dit, monsieur le ministre, ce que vous avez écouté parce qu'on m'a reproché ça. J'ai dit, attention. Ce qu'il y a entre moi et le RDPC, c'est une histoire d'amour. Vous comprenez? Une femme qui est couchée avec son mari, ce dernier entend un bruit dehors. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève pour aller combattre. La femme lui dit, ne sors pas, s'il te plaît, ne sors pas. N'est-ce pas? C'est pas ça, une bonne femme? Ne sort pas. Alors, je dis au président, ceux qui viennent là, n'y va pas. Parce qu'il y aura des égratignures et des éclaboussures. Mais si tu y vas, eh bien... Tu es mon mari, je vais te soutenir quand même. La femme suit son mari, elle vient que pourra. Alors, disons que ma fidélité... Dans le couple RDPC, Mounou Ndiana, qui est cocu? Bon, l'image un peu malvenue. Non, vous avez donné l'image du couple. Oui. Il peut arriver qu'il y ait des infidélités. Dans le couple, j'entrevois seulement les valeurs héroïques. Hein. Oui, je n'entrevois pas les valeurs sentimentales. Non, moi je ramène justement à ce niveau-là, parce que vous avez dit que c'est une histoire d'amour. Oui. Donc, je ne suis pas c'est une histoire d'amour qui est cocu, qui est infidèle. Non, c'est le RDPC qui est infidèle, oui. Mais je ne suis pas cocu. Le RDPC vous trompe, mais vous n'êtes pas cocu. C'est pas contradictoire, professeur? Non, c'est pas contradictoire parce que j'ai dit ce que je devais dire. Et si le RDPC s'empêtre, je ne peux pas le fuir. Donc finalement, vous soutenez quand même le président Biya. Nous avons eu 100% dans mon village, je le dis haut et fort. Je l'ai promis, parce que moi, l'élite du village, je l'ai promis. C'est quel village? Ekabita, mon village. Ekabita? Oui. Vous l'avez promis et vous l'avez eu? Et je l'ai eu. Donc c'est une grande victoire pour vous.
Que pensez-vous de Non, son ce n'est pas score? une grande victoire. Non, nous n'avons pas mouillé tellement le maillot pour la remporter. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y avait pas de candidat en face. S'il y avait eu un candidat en face, vous aurez pu... Ce qui veut dire que, professeur, si vous aviez participé en tant que membre statutaire au Congrès et qu'il y avait une autre candidature comme celle qu'on a vue, vous aurez pu soutenir l'adversaire du président Biya, puisque vous n'étiez pas d'accord qu'il soit... Oui, mais je n'allais pas faire le Gavroche. C'est-à-dire? Le Gavroche, c'est le bambin qui va sur les barricades jusqu'à aller mourir. Si le candidat qui est face au président Biya ne représente pas grand-chose, aucune chance, il ne faut pas aller jouer à ce genre d'héroïsme-là. Donc ça veut dire que, professeur, est-ce que vous avez du courage? Est-ce que vous reconnaissez un certain courage? Est-ce que vous n'êtes pas un peu frileux sur les bords, souvent? Je ne sais pas s'il y a deux personnes qui ont donné ce conseil à Paul Biya de ne pas se présenter aux élections. Je crois que c'est du courage. C'est quand même une preuve. D'accord. Peut-être que ce sont les conséquences de ces conseils que vous récoltez actuellement. Je ne pense pas. Ce serait mesquin. Parce que j'ai exprimé un point de vue. On ne doit pas se rabattre sur moi, tomber sur moi à bras raccourcis, parce que j'ai eu ces propos, qui étaient des propos de sagesse. Mais vous pensez quand même, vous imaginez quand même que ça peut aussi avoir été une conséquence? Oui, comme nous sommes dans un pays où les gens interprètent à tort ou à travers les propos des uns et des autres, ça peut. C'est-à-dire que nous sommes un pays très limité au plan intellectuel. Bon. On parlait donc du score du président Biya. Il a fait 80%, pratiquement. Oui. Certains ont dit, c'est une mauvaise langue. C'est un score à la soviétique. On a frisé le 100%. Oui, ça c'est les gens qui sont d'obédience occidentale à tout prix. Il faut l'alternance, les alternances désordonnées, n'est-ce pas, qu'on trouve en Europe, en Occident en général. 4 ans, 5 ans, 4 ans, 5 ans. Ça, c'est des gens qui ont mis 2000 ans à bâtir leur nation. Vous savez à quel moment on vient commencer à faire le pluralisme en France? En 1789. Ça veut dire que depuis 2000 ans, l'unification nationale se faisait sous la férule d'une monarchie très puissante. Construire des châteaux, construire des cathédrales, bâtir le socle d'une nation dont le reflet sera l'identité française. Pendant ce temps, un pays qui n'a pas encore fait 2000 ans, vous venez lui imposer les démocraties que vous avez eues au terme de 2000 ans. Vous voulez que l'Afrique pratique les démocraties de même type. Je dis, ceux qui font comme ça... Est-ce qu'il faut donc attendre 2000 ans pour non, il ne faut pas attendre 2000 ans, mais il ne faut pas non plus imiter caricaturalement les démocraties des autres. Nous avons notre rythme, notre anthropologie. Le pouvoir africain a son rythme. Ce n'est pas les 4 ans, 5 ans. Nous avons le rythme de la construction nationale qu'il faut savoir respecter aussi. Mais ce n'est donc pas une raison pour condamner les 80%. Parce que le président Biya, c'est vrai que j'ai dit qu'il ne devait pas revenir pour éviter les coups bas. Les coups bas. Et vous le verrez d'ailleurs. Mais de là à lui nier la possibilité de 80%, c'est être antidémocratique. Parce que la reconduction de l'homme au pouvoir est également une possibilité démocratique. Les gens pensent que la seule possibilité démocratique, c'est le renversement de l'homme au pouvoir. Et ignorent que le reconduire revient aussi à respecter la volonté nationale. Donc pour moi, je ne suis pas scandalisé. Parce que le travail qui a été abattu depuis les années 60 par le président Ahidjo, ce travail s'est consolidé au fil des ans. La nation est devenue de plus en plus soudée, unitaire et identitaire. Vous avez l'impression? Bien sûr. Nous conversons maintenant, il y a peut-être 20 ans, 30 ans. Je ne vous connaissais pas, vous ne nous connaissez pas. Oui, maintenant, il y a des rapprochements, identitaires de par notre appartenance au sol national. Donc, ça permet à un parti anciennement implanté de récolter un score aussi respectable sans que ça soit une caricature de l'Union soviétique. Les grandes puissances, justement, ne reconnaissent pas, on ne peut pas dire qu'elles reconnaissent jusqu'à présent véritablement la victoire du président parce que
il y a encore beaucoup de choses, il y a beaucoup Moi, je me méfie de la reconnaissance des grandes puissances. Les grandes puissances sont prêtes à vous reconnaître lorsque vous leur offrez les ressources du sol et du sous-sol. Et là, ils vous reconnaissent tout de suite. S'ils sentent en vous des velléités d'indépendance et de liberté même, de choix, alors, vous savez très bien que la communauté internationale n'est pas pour des gens qui ont un mot à dire. Ils disent qu'ils luttent contre les despotes, ils luttent contre les dictateurs. Voilà le langage officiel. En fait, ils luttent pour autre chose. Si c'était que la lutte pour les dictateurs, n'est-ce pas? Je connais des pays qui disent « moi je suis dictateur, moi je suis despote ». Et ces pays-là, la communauté internationale ne va même pas flairer sur les confins. Vous connaissez la Corée du Nord? Vous avez été d'ailleurs formé. Formé. Non, j'ai visité ce... Vous avez été... Vous avez fait des recherches là-bas, oui, pendant oui. longtemps. Bon, voilà des gens qui disent, je caricature un peu, moi, je suis le despotisme, moi, je suis la dictature. Quand j'y allais dans les années 80, il existait là-bas une théorie politique qu'on appelait la théorie de la continuation de la direction révolutionnaire. Et quand j'y allais, Kim Jong-il, l'actuel président, du vivant de son père, on l'appelait camarade Kim Jong-il, continuateur unique de la révolution. Mais quand Kim Il-sung est mort, l'armée populaire a placé Kim Jong-il, direction unique, continuateur unique. Voilà un pays. Pourquoi on ne va pas bombarder là-bas, puisqu'on n'aime pas les dictatures, puisqu'on n'aime pas les tyrannies? Voilà un pays qui est tout fait pour être bombardé, n'est-ce pas? On ne va pas bombarder là-bas. L'Iran, qui est dirigé par un philosophe, Bontin, l'Iran proclame détenir la force nucléaire pour des besoins de santé médicale. Mais on n'ose pas aller bombarder l'Iran. Parce que ces gens ont du répondant. Vous comprenez? Donc, quand la communauté internationale ne vous aime pas, ne vous aime plus. Ne vous aime plus. Parce que c'est peut-être le cas, ce qu'il faudrait dire. Donc, alors je disais qu'il fallait donc éviter les égratignures et les éclaboussures. Vous comprenez pourquoi je disais ça? Alors, le président Biya a annoncé que dès janvier prochain, notre pays va crouler sous les projets, les grandes réalisations. Vous y croyez? Bon. Si c'est des anges qui viennent habiter le Cameroun, je peux y croire. Comment ça? Si c'est les mêmes Camerounais, je n'y crois pas. Vous pensez qu'il n'y aura rien? Si c'est les anges, d'accord. Mais si c'est les Camerounais... Je cherche la nuance. Comment? Je n'ai pas votre intelligence. Je cherche la nuance. Parce que les anges, si c'est des êtres de nature angélique qui viennent remplacer les Camerounais, il y aura des grandes réalisations. Et les Camerounais sont, selon vous, faux, incapables de pouvoir... Ils sont faux, ils sont prédateurs. Et ils ont acquis l'instinct de la prédation. Les Camerounais sont ce que mon collègue Lucien Aïzi appelle les charognards. Il fait une grande description de la corruption. Et les charognards, c'est les grands là qui bouffent la grosse carcasse. Et il y a aussi les asticots, niveau policier. La petite corruption. Oui. Le Cameroun est une grande charogne. Alors, il faut une sorte d'aggiornamento pour que les Camerounais changent. Et il faut une véritable secousse. Mais la manière dont les choses sont gérées, petit bonhomme, le chemin... Vous pensez que ce n'est pas efficace? J'attends l'efficacité parce que, vous savez, les Camerounais se font voler et on respecte les voleurs. Vous comprenez? On respecte les voleurs. Quand, par exemple, nous sommes dans une réunion à mon télé quelque part, il y a plein de médecins dans la salle, plein d'ingénieurs, plein de professeurs. Au lieu de commencer la réunion, on dit on attend les élites. On attend les élites. Et quand vous voyez les grosses voitures arriver, c'est des Feman qui descendent, donc c'est les Feman qu'on attendait. Alors, si le Cameroun a cette mentalité-là, respecter de préférence ceux qui ont volé,
on pourra pas aller loin. Tout le monde va voler pour se faire respecter. D'autant plus qu'il y aura des grands chantiers, des grosses réalisations. Ce sera toute la ville joue. Donc en fait, pour vous, les grandes réalisations vont donner lieu à des grands gaspillages, des grands détournements. À la bouffe. Donc vous attendez de voir avant de croire. Vous êtes Saint Thomas. Non, je ne suis pas Saint Thomas, j'ai fait une analyse. Parce qu'il n'y a pas eu une grande secousse, vous comprenez? Il n'y a pas eu une grande secousse qui puisse amener les Camerounais à changer de mentalité. Même la lutte contre la corruption menée depuis plusieurs années. Excusez-moi de rire, parce que les comités de lutte contre la corruption sont patronnés par qui? Ils sont gérés par les vecteurs de la corruption eux-mêmes. Je ne sais pas si vous suivez. Alors, vous pensez que ce n'est pas les planctons qui font la corruption, n'est-ce pas? Ce n'est pas les planctons. Ce n'est pas les employés de bureau qui font la corruption. C'est les grands gestionnaires. Et qu'est-ce qu'on prend pour placer à la tête des comités de lutte contre la corruption? C'est les grands gestionnaires. Donc ils peuvent faire se juger eux-mêmes. Donc rien ne peut changer. D'accord. Et vous savez très bien que rien n'a changé. Non, moi je ne sais pas. Je vous pose la question. Vous êtes journaliste. C'est parce que je ne sais pas que je vous pose la question, professeur. Un journaliste bien placé comme vous sait très bien que pas grand-chose n'a changé. Ah non, je ne sais pas. Mais le rapport de la CONAC, vous avez vu le rapport de la CONAC? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Le rapport de la CONAC raconte des choses qui sont passées, les coups qui ont été faits par les plus récents ministres. Et cette tradition existait quand on faisait les commissions de lutte contre la corruption. N'est-ce pas? Et ces détournements viennent d'être faits il y a 2 ou 3 ans. Ça veut dire que les comités de lutte contre la corruption, personne ne les prenait au sérieux. Le président, selon vous, est-ce qu'il peut lancer ces grands projets en gérant le pays de la même manière? Parce qu'il y a quand même un mode de gestion du pays, Paul Biya, il y a un mode qui est fait qui n'est pas dans le sens... le président donne souvent l'impression de ne pas être là, mais il est très présent, en fait. Oui. En même temps, on ne voit pas beaucoup descendre sur des chantiers dans le pays. Est-ce que ces grandes réalisations, il peut les mener à bien s'il ne mouille pas le maillot lui-même en allant avec le casque sur la tête pour aller visiter les chantiers, l'Ompanga, le port de Kribi, comme il a fait la dernière fois, suivre lui-même les travaux, réunir les ministres tout le temps, sanctionner quand il faut sanctionner, promouvoir quand il faut promouvoir. Est-ce que s'il ne change pas son rythme ou sa manière de gérer, est-ce qu'il peut mettre en mouvement ces grandes réalisations selon vous? Il va prendre des dispositions pour mettre en route les grandes réalisations. Bien sûr, il ne va pas changer de rythme. Il va continuer à télécommander, si vous voulez, à surpiloter à distance. Et c'est dans l'intervalle que s'engouffrent alors les charognards et les asticots pour rendre le pays en forme de carcasse décharnée. Notre pays est une carcasse décharnée. Vous voulez dire que c'est le mode de gestion du président qui encourage les prédateurs? Il y a aussi la lenteur de l'application de la loi qui dérange. Vous savez, tout ce Bataclan de comité de lutte contre la corruption, moi je trouve que c'est un gaspillage énorme de l'argent du contribuable. Vous comprenez? Parce que dans notre code pénal, il existe des dispositions légales qui punissent les détourneurs de fonds. Il suffit de faire actionner ces binômes de la faute et de la sanction pour que le pays se redresse. Alors, les lourdes organisations de lutte contre la corruption, c'est des gouffres d'argent. Et même, je ne suis pas pessimiste, des postes de corruption nouvellement créés encore. Et je crains donc ça. Voilà pourquoi, vous m'avez peut-être suivi un jour, je travaille sur ce que j'appelle l'État informel, c'est-à-dire l'informalisation de l'État. Il ne faut pas que des structures de dépannage se substituent à l'État. Moi, je vous ai dit, je suis bon républicain. Je respecte les institutions. Il faut que le code pénal soit tout simplement respecté, même au 10e
de ces dispositions. Et vous verrez le pays se redresser. Alors, la création des organismes de dépannage, un État se gère, un État ne se dépanne pas. J'avais beaucoup critiqué Elecam et l'ONEL, parce qu'il y a le MINAT. Si les gens ne travaillent pas bien au MINAT, il faut les sanctionner. Il faut qu'ils nous fassent de bonnes élections. Et s'ils ne font pas, on les sanctionne. Au lieu de faire cette fuite en avant, créer l'ONEL, créer et mettre encore les mêmes Camerounais dedans, au lieu de mettre des anges. Donc pour moi, la loi, les institutions, la conversation qu'on a eue au début là, elle revient encore. Respecter la loi, respecter les institutions et les règlements. Et alors, personne ne va plus voler. Est-ce que vous pensez que le président Biya peut effectuer son meilleur mandat? Ou bien qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il transforme ce mandat-là en mandat le plus réussi, le mieux réussi? Mais je ne sais pas, si quelqu'un pouvait changer de tempérament, on pourrait espérer qu'il change le sien. C'est un homme très pondéré. Et il est pondéré, il n'a pas des réactions vivaces d'un capitaine d'armée. Mais je crois que s'il ne peut pas se comporter comme un capitaine d'armée, il faut qu'il en nomme quelques-uns pour faire bouger le pays à la manière du roi Christophe. Vous avez étudié autrefois. Un pas, puis un pas, malheur à celui dont... Sauf que ça a mal fini. On dit bien la tragédie du roi Christophe. Oui. Est-ce qu'il faut faire donc bouger le pays et finir en tragédie? Non, c'est un exemple littéraire. Hein. Est-ce que l'exemple que vous donnez n'est pas un mauvais exemple pour il n'est pas un mauvais exemple. Je vous ai dit, et vous-même vous le souhaitez intérieurement, qu'il soit... Vous êtes en train de lire dans mon... Oui, vous devinez dans mon être. Oui, je me permets, vous souhaiteriez que des ordres se donnent de façon ferme, de façon suivie, et que la sanction s'applique constamment. On souhaiterait que le Cameroun soit plus dynamique. Voilà. Donc j'avais bien lu. C'est votre chose aussi. J'avais bien lu aussi. Non, vous êtes en train d'essayer d'interpréter ce que vous m'attribuez comme souhait. Oui. Et je vous demande donc si c'est votre souhait à vous. Bien sûr que le Cameroun soit plus dynamique. Vous demandez au président Biya d'être plus dynamique. D'être plus dynamique, quitte à ce qu'on le considère comme un peu méchant. Mais les Camerounais ne valent pas mieux. Les Camerounais ne veulent pas mieux. On leur a laissé la liberté, on les a construits comme des grands. Regardez ce qu'ils ont. Ce sont des grands enfants. Voilà. Là, il faut les traiter comme des enfants et les punir. Il faut les punir. Mais aucun pays ne peut fonctionner si on utilise judicieusement et équitablement à la fois l'éducation et la sanction. Nous n'avons pas la culture de la sanction. La récompense et la chicotte. Voilà. C'est Francis qui dit, prof, qu'est-ce que vous appelez la grande secousse? Lorsque vous dites qu'il faut une grande secousse pour que les Camerounais changent, qu'est-ce que c'est que la grande secousse? La grande secousse, c'est ce que nous avons vu au début d'Épervier. Nous avons vu ça au début d'Épervier, mais je crois que nous fonctionnons selon ce que j'appelle la philosophie de l'esquisse. Un peintre qui esquisse un pinceau et qui n'achève pas son œuvre. Alors, quand une esquisse est faite, le peuple acclame et le geste s'arrête. Avec ça, on ne peut pas facilement changer le pays. Il faut faire, quand vous avez voulu faire une peinture, au lieu d'une simple esquisse, il faut faire une épure. Une épure, vous terminez le tableau. Et là, les gens voient le tableau. Donc, un peintre ne fait pas... C'est vrai qu'il y a des peintres qui meurent. Il y a des œuvres inachevées. Il y a des œuvres inachevées chez Mozart, chez des grands artistes. Mais il faut éviter de faire des gestes inachevés. On peut appeler ça des lapsus. Il y a Paul qui est à Los Angeles qui dit, il estime que vous vous contredisez sur le cas du président. Il dit, comment peut-il supporter le président Biya pendant la campagne et dire aujourd'hui que les grandes réalisations du président Biya ne pourront pas se réaliser? C'est encore le président Biya qui va nommer les hommes pour réaliser les projets. Et c'est pour ça qu'une fois nommés, nous nous permettons de discuter sur ce que nous souhaiterions. Parce que nous l'avons porté à la présidence de la République. Maintenant, nous imaginons ce que pourrait être une action efficace. On ne voit pas la contradiction. Vous positionnez un champion. Ensuite, vous lui demandez de jouer comme ceci et comme cela.
Nous demandons ça aux Lions Indomptables, de jouer comme ceci, comme cela. Bon, on poursuit. Hein. On est en train de parler donc de grands projets, le style de gestion du président Biya. Je veux qu'on revienne un peu aux partis de l'opposition camerounaise. Qu'est-ce que vous pensez des partis d'opposition qui se sont... qui ont bien voulu aller affronter le candidat du RDPC? On a vu beaucoup de candidats, d'ailleurs, j'en ai reçu encore un il n'y a pas, je crois qu'il y a une semaine, et beaucoup de candidatures, 22 contre le président Biya. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un signe de vitalité démocratique? 22 candidatures? Ce que j'avais écrit dans mon joli livre, là, l'idée sociale chez Paul Biya, quand nous cherchions la forme de la démocratie qu'on devrait prendre, j'avais suggéré qu'il n'y ait que 2 ou 3 grands partis, pas plus au Cameroun, pour que les partis évitent la délimitation ethnique et régionale. Il faut donc que les gens puissent se regrouper autour des idées, au lieu de se regrouper autour des ethnies. C'est la seule chance de ce pays. Et vous avez vu, les partis étaient de coloration régionale. Et l'opposition camerounaise est fragile. Elle est fragile, elle n'arrive pas à trouver un champion. Parce qu'il faut sélectionner dans l'opposition et désigner quelqu'un qui peut rassembler les suffrages autour de lui. Or, parce que nous n'avons pas d'homme d'État, à vrai dire, nous n'avons pas d'homme d'État, personne ne place l'État au devant de ses intérêts. Chacun place d'abord ses propres intérêts. Chacun s'est fantasmé déjà au poste de président, sans en avoir l'étoffe. Vous pensez qu'il n'y a personne, même Nidjon Fundi qui ralliait des foules immenses dans les années 90, vous pensez qu'il n'y a pas de leader charismatique, il n'y a plus de leader charismatique? Oui, je vous dis qu'il n'y a pas d'homme d'État dans l'opposition parce que chacun place ses intérêts. Faut dire rallier les foules. Est-ce qu'il faut dire rallier encore les foules? Le NEC, son organe exécutif, s'est effrité parce que lui-même n'arrive pas non plus à quitter le pouvoir. Vous comprenez? Alors, et voilà pourquoi je veux dire que dans l'anthropologie africaine, on ne quitte pas vite le pouvoir. Nous avons la mentalité, l'éthos africain, l'éthos du pouvoir, la nature du pouvoir africain. C'est la nature du pouvoir africain. On ne peut pas imposer mécaniquement les dictatures occidentales avec le rythme occidental pour avoir des bons points. Donc la communauté internationale devrait plutôt envoyer des anthropologues étudier le système du pouvoir africain. Et voir s'il n'est même pas mieux adapté au développement du monde, c'est ça? Et voir si la durée au pouvoir n'est pas un moyen de bâtir le socle dont l'Afrique a besoin pour faire sa démocratie. L'Europe avait besoin de ce socle-là avant de s'émietter en multipartisme, 2000 ans après. Nous, on a à peine commencé à construire des palais de justice qu'on s'est mis à les détruire, à les brûler en 90. Alors, est-ce que l'opposition ne soit pas encore beaucoup plus affaiblie de ce scrutin-là? Ah oui, bien sûr, parce que là, certains ne reviendront plus. Et certains ne reviendront plus. Et il faudrait peut-être que nos députés aient le courage de prendre des lois pour limiter le nombre de partis d'opposition dans ce petit pays. Il faut qu'il y ait 2 ou 3 grands partis pour donner la chance à l'alternance. Il faut donner la chance à l'alternance. Ce n'est pas le RDPC qui justement est un facteur bloquant. Parce que le RDPC est très majoritaire à l'Assemblée nationale. Oh, je sens quand même un petit vent de liberté dans les rangs du RDPC à l'Assemblée nationale. J'encourage ce mouvement. J'encourage le mouvement par lequel les députés commencent à développer des idées personnelles, des visions personnelles. Et je crois que la révolution ne va pas se faire du jour au lendemain. Est-ce que l'opposition camerounaise, son salut ne doit pas passer par son renouvellement tout de suite, renouvellement de sa classe politique? On a vu déjà des jeunes cadres qui arrivent, hein. Il y a Mme Kawala qui était là, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs. Oui. On a de nouvelles personnes comme ça, de nouvelles personnalités. Est-ce que ce n'est pas là la solution? Oui, bien sûr, la solution c'est dans le renouvellement.
c'est dans le renouvellement, mais il faut bien s'y prendre parce que Kawala n'a pas eu le score qu'on pouvait pressentir. Alors c'est un problème. D'où vient la faiblesse du score de Kawala? Après avoir gonflé d'espoir le cœur des hommes et des femmes du pays. D'où vient? Ça veut dire peut-être qu'il y a des problèmes d'habitude. Et ça, c'est pas le RDPC. Est-ce que la véritable opposition, selon vous, n'est pas au sein même du RDPC? Alors là, ça veut donc dire que le suffrage qui s'est exprimé a eu une expression paradoxale. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on a voté en se disant, OK, c'est le dernier mandat du président Biya, notre président national, on va l'aider donc à bien partir, on va le voter, mais en interne, on se prépare pour la succession. Est-ce que ce n'est pas l'état d'esprit qui est actuellement... Quand il y a une véritable opposition, elle s'exprime. Hein. Elle s'exprime. Est-ce qu'elle ne s'exprime pas déjà par l'inertie? Parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui n'avancent pas. C'est peut-être l'incompétence aussi. C'est peut-être l'incompétence. Parce que les gens recherchent des sinécures. Vous comprenez? Vous êtes professeur, vous êtes docteur en médecine, vous êtes ingénieur. Vous cherchez seulement à traverser le fleuve pour aller vous asseoir dans la sinécure, arrondir au fin du mois, envoyer un peu d'argent dans les paradis fiscaux. Parce qu'au fond, vous voyez, quand Sarkozy disait que nous ne voulons pas sortir, nous ne voulons pas rentrer dans l'histoire, nous vivons un cycle routinier. Beaucoup d'intellectuels se sont fâchés. Moi, je ne me suis pas fâché parce qu'ils disaient la vérité. Ils disaient la vérité. Le discours de Dakar. Oui, nous vivons selon le rythme saisonnier. Et n'allez pas voir les paysans. C'est nous, en ville. Si Sarkozy déplore le manque de changement, c'est au niveau des gens qui peuvent opérer le changement, c'est-à-dire les élites. Et ces élites-là ont 3 ou 4 saisons et vivent selon le rythme des saisons. Le budget arrive, on décaisse, on envoie dans les paradis fiscaux et on attend. Le budget arrive, on décaisse, on envoie dans les paradis. Quand l'Assemblée... C'est un cycle. C'est un cycle. Alors, il y a de nouveau qui peut se produire. Il n'y a pas de neuf. Quand vous avez pris ce rythme saisonnier-là, il n'y a pas de neuf. 50 ans. Où sont les innovations? Est-ce que les batailles de clans, à terme, ne vont pas fragiliser durablement le parti au pouvoir? Je crois donc que l'espoir vient donc de l'implosion interne. L'espoir viendra de l'implosion. C'est-à-dire que le RDPC va éclater en plusieurs parties. Oui, il y a des rivalités. Il y a des rivalités. Et je ne pense pas que le RDPC va survivre. Hein. Au cas où... Vous ne pensez pas que le RDPC va survivre? Si le président Biya n'est plus là, oui, vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Lui, il est l'élément fédérateur. Je crois. Il ne faut même pas qu'il disparaisse ces jours-ci. Il ne faut pas. Alors, c'est... Bokar, professeur, il loue votre courage de critiquer le RDPC. Nous sommes fatigués et rébutés par la réaction de certains de vos collègues qui déclarent haut et fort qu'ils sont les créatures du président Paul Biya. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, l'État dispose de suffisamment de moyens pour mettre en œuvre les grandes réalisations avec une dette intérieure qui est vertigineuse et la crise en Europe et une possible dévaluation du franc CFA? Bon, moi je regrette d'ailleurs qu'on ait fait de grandes réalisations, le slogan qui va rythmer les actions futures. Bien sûr, les communicateurs qui ont choisi le concept de grandes réalisations, je pense qu'ils n'ont pas eu la main heureuse. Parce que le concept de grande réalisation laisse croire que depuis 29 ans, rien n'a été réalisé. Et que c'est au dernier mandat que les réalisations vont tomber. N'est-ce pas? Comme la pluie qui tombe. C'est vous qui dites que c'est le dernier mandat, hein? C'est vous qui le dites. Non, oui, bon. Passons. Le dernier mandat nouvellement gagné, et il n'est pas sûr que ça soit le dernier mandat. Je ne souhaite même pas que ça lui soit le dernier mandat. Parce qu'il faut lui souhaiter longue vie. Oui, donc, mais pas forcément à la présidence. Donc, le slogan. Il ne faut pas faire croire aux Camerounais que rien n'a été fait. C'est un slogan contre-producteur. Parce que j'en ai vu, moi, des grandes réalisations pendant les 29 ans. Et quand on les place seulement au mandat qu'il vient
C'est comme si rien n'était fait. Maintenant, on va commencer à faire. Moi, je ne suis pas d'accord de dire grande réalisation, le mandat des grandes réalisations. Parce que faisait-on? On ne réalisait donc rien. Non. Donc, je dis que ceux qui ont choisi ce slogan n'ont pas eu la Se sont plantés. Oui. Bon, alors, on avance rapidement parce qu'il nous reste 10 minutes. Il y a eu... Vous avez réagi récemment à travers les médias lors de la révélation de l'affaire de Wikileaks qui mettait en cause le vice-premier ministre Amadou Ali qui aurait fait des déclarations à l'ambassadeur américaine, qu'elle aurait elle-même transmis à ses patrons à Washington, qui se sont retrouvés grâce au site Wikileaks, connu de tout le monde, oui, dans lequel il disait entre autres que pour l'instant le Nord supportait le président Biya tant qu'il était au pouvoir, mais qu'après il n'en serait pas du tout question, et notamment il y avait des groupes ethniques qui ne pouvaient pas accéder au pouvoir. Les Anglo-Bamileke, c'est assez récurrent, et les Bétis aussi. Il y a eu une réaction. Vous avez réagi? J'avais dit que pour les Bétis, Amadou Ali avait raison. Parce que après 29 ans d'un Béti au pouvoir, il n'est pas bon que le remplaçant soit encore un Béti. Parce que il faut voir la configuration anthropologique du Cameroun. Vous savez que même dans les administrations techniques, quand on nomme les individus dans ces administrations-là, on veille à un certain équilibre. On prendrait, disons, les gens dans toutes les régions pour que, à tort ou à raison, une région ne se fâche pas, ne soit pas déçue. Vous comprenez? Il n'y a peut-être pas de technocrate dans telle région, mais pour avoir la paix sociale, on prend quelqu'un qui devient un technocrate dans le groupe. Ça donne la paix à l'homme politique. Et nous avons besoin de cette stabilité. C'est pour ça que les gens qui sont dans la méritocratie totale sont un peu idéalistes. Parce que si on fait la méritocratie totale, seuls les fonctionnaires issus des zones très scolarisées vont occuper tous les postes. Et vous avez beau faire, il y aura des remous. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir la paix sociale? On crée des technocrates un peu partout. Maintenant, pour en revenir à l'alternance, ce serait une grave erreur de croire, et c'est là que j'ai donné raison à Amadou Ali, de croire qu'un Béti doit tranquillement succéder à un autre Béti qui a déjà fait 29 ans, sans qu'il y ait des remous, sans qu'il y ait des problèmes. Je dis que celui des Béti qui va chercher à prendre le pouvoir après Biya sera le vecteur de la guerre civile. Personne ne va lui supporter ça. Vous pensez? Mais je vous dis, personne ne va supporter ça. Et donc, il faut qu'on soit très, très circonspect, très prudent en théorisant la succession. Bon, pour les autres clans qu'il a éliminés, je ne sais pas quelles sont les raisons de... Il les a données. Au-delà de ces raisons qu'il donnait, le pouvoir au nord. Parce qu'apparemment, ça devait être un jeu de ping-pong nord-sud, nord-sud. Ça c'est la réduction à toutes les autres composantes au rang de spectateur. Et il n'est pas raisonnable qu'une partie d'un pays soit transmuée en spectateur passif. Et là aussi, si c'est la base, ce serait c'est explosif comme raisonnement. Le pays va exploser tout simplement. Si c'est ça, vous croyez que les gens vont assister au ping-pong en spectateur? Ils vont arracher la balle. Ils vont arracher la balle et peut-être les 2 raquettes. Donc, pour moi, il faut qu'on réfléchisse. Peut-être qu'il faut qu'on fasse un colloque sur l'alternance, n'est-ce pas? Vous pensez? Vous êtes prêt à animer un colloque pareil? Oui, bien sûr. J'ai 2 colloques. L'alternance, ensuite, l'idée du peuple. Parce que nous sommes en train de faire des démocraties en utilisant le concept de peuple. Mais nous n'avons pas un peuple. On a quoi? On a des gens, on a des foules affamées. On n'a pas un peuple. Vous comprenez?
faut la